l'attaque de Liverpool. Cette action d'Ayew et le tir de Kennedy qui suivra, le score restera inchangé. Nottingham Forest remporte donc la Coupe de la Ligue. Un doublé presque assuré pour ce club qui monte de deuxième division. Avouez que c'est un exploit surtout dans le championnat anglais. Robert Jonquet, on parle surtout du Grand Reims quand on évoque cette période, bien entendu. Et on parle rarement de l'avant-Grand Reims. Je dirais comment cette équipe s'est formée. C'est-à-dire que les équipiers qui étaient avant là, qui ont formé quand même l'ossature de ce club, je pense en particulier à Appel, aux frères Sinibaldi, tous ces gens-là qu'on oublie parce qu'ils n'ont pas joué la Coupe d'Europe après. Oui, je pense que quand on parle du Stade de Reims, on oublie justement de parler des années 47-48 jusqu'à 52-53, où on avait comme entraîneur Henri Roessler, et je pense que c'est Henri Roessler qui a mis les premières pierres du Stade de Reims sur le sol, et après ça a très très bien continué. Le départ était assez difficile parce que il y avait tout un tas de jeunes qui étaient arrivés, et Henri Roessler a formé quand même une équipe qui est toujours restée en première division. Après, il y a eu une autre politique au Stade de Reims, et je pense que si la qualité des joueurs n'intervient pas, au contraire, il y avait des joueurs de très bonne valeur qui sont venus à Reims, mais c'était des achats, ce n'était plus la politique du début, faire des jeunes, les incorporer dans les équipes amateurs et petit à petit les faire passer à l'échelon professionnel. Vous-même, comme vous étiez parisien, comment êtes-vous allé à Reims? Eh bien, c'est la guerre, les privations, la possibilité d'avoir un petit peu plus à manger à Reims, dont mon père était originaire, qui a fait que nous sommes partis à Reims. Et puis de là, je faisais un peu plus d'athlétisme à cette période-là que de football. Et puis après le football, j'ai pris la suite de Pierre Bimbilla, qui était lui arrière-centre, enfin demi-centre de l'équipe du Stade de Reims à cette période-là. Vous avez commencé relativement jeune ou vous êtes venu assez tard? À l'époque, ça se passait comment? Maintenant, on sait qu'ils commencent en minime, vraiment, ils sont suivis tout du long. Est-ce que vous avez éclaté assez tôt? Bien non, enfin là on jouait en minime, en cadet, après en junior, puis après dans l'équipe amateur. Non, il n'y avait pas vraiment un travail en profondeur de fait, comme les clubs pro le font à l'heure actuelle. Alors ce travail en profondeur, nous allons le voir maintenant tel qu'il se passe de nos jours. Vous savez que tous les ans, à Cannes, on réunit pratiquement les meilleurs juniors du monde. Toutes les équipes nationales sont là. Et ce tournoi de Cannes est devenu une véritable institution. Pensez donc, il a cette année 28 ans d'âge, c'est-à-dire qu'il y a 28 ans que les dirigeants cannois ont eu cette heureuse initiative de donner ce spectacle en France. Nous les en remercions et Didier Roustan lui a fait un retour aux sources, c'est-à-dire dans sa vie. Sa mer bleue et ses bateaux blancs, Cannes avec sa croisette et ses palmiers, Cannes et ses festivals. 1949, ouverture officielle du Festival du film. 1950, premier festival international junior de football. 4 équipes de clubs participent à ce premier tournoi. Ça représente une sorte de Coupe du Monde junior. Bon, pour moi c'est beau, c'est la fête du football, c'est la fête des jeunes. On voit opérer de nombreuses équipes de tous les coins du monde. De tous les coins du monde, mais oui. Le tournoi de Cannes a grandi et prospéré au point d'être maintenant un grand classique du football mondial. On compte 6 équipes de clubs en 1954. En 1968, il y en a 8. 1969, 4 équipes de clubs sont maintenant confrontées à 4 équipes nationales. 1971, le tournoi ne se limite plus à l'Europe. Il accueille maintenant des formations d'outre-Atlantique comme le Brésil et l'Argentine. 1974, toujours 8 équipes, mais exclusivement nationales. Avec la disparition des équipes de clubs, une page importante de l'épreuve vient d'être tournée. 1975, enfin, avec la venue de l'Iran et de la Tunisie, qui représentent les continents asiatiques et africains. Si ce tournoi international junior a vu accroître son rayonnement et son prestige d'année en année, il le doit à l'inlassable dévouement des dirigeants de l'AS Cannes et en particulier au regretté Pierre Peauzy, véritable exemple de travail et d'enthousiasme sportif. Ça représente un rendez-vous de toutes les grandes équipes. Chaque année, c'est bien quoi. On peut s'instruire aussi. C'est une grande chose pour le football, car on voit des équipes internationales jouer à Cannes. Ça nous permet de connaître notre football, pas que celui de la France.
Le tournoi de Cannes, c'est un peu l'avant-scène du football mondial. À la Coupe du Monde 74, de nombreux spécialistes se montrèrent quelque peu surpris par le jeu défensif et stéréotypé de la formation brésilienne. Ces mêmes personnes sont étonnées par la participation de l'Iran à l'occasion de la prochaine Coupe du Monde. Pour les Cannois, aucune surprise, les signes avant-coureurs ne trompent pas. Là, le tournoi, on a des chances d'échanger les maillots, tout ça. On peut faire des échanges avec d'autres pays, ce qui est bien. Ça rapporte, quoi. On peut connaître mieux les gens. Ça nous permet de suivre les équipes aussi, si on veut, de connaître des gens qui sont gentils. On peut aller avec eux sur le terrain. Du point de vue sportif, cette épreuve permet une confrontation utile et intéressante entre les jeunes valeurs internationales. Sur le plan moral et social, ces jeunes sportifs réunis une semaine durant apprennent à mieux se connaître, à s'apprécier, à s'estimer. Par la réunion dans la vie commune d'éléments de race, de langue, de conditions et de formations très différentes, ce tournoi est un contact et un lien. On a l'impression de voir des futurs Pelés. J'ai vu les grands joueurs comme Kempes, Alonso, et maintenant c'est drôle de les voir en professionnel. On voit de nouveaux joueurs qui seront peut-être de grandes vedettes plus tard. Alors c'est bien d'être avec eux. On retiendra particulièrement Raúl Campes, joueur de Valence et de l'équipe nationale d'Argentine. Ralf Edström, que les téléspectateurs français connaissent bien puisqu'il joua 4 fois avec le PSV Eindhoven contre Saint-Étienne en Coupe d'Europe. Jan Peters, joueur d'Alkmaar et de l'équipe nationale de Hollande. Enfin, Victor Rangel, 20 ans, considéré comme le meilleur joueur mexicain du moment. Ces 4 joueurs seront sur les terrains d'Argentine en juin prochain, tout comme vraisemblablement les Français Tussaud, Lacombe, Battiston, Barankelli, Bertrand Deman, Sanoun, qui se sont également illustrés tout au long des derniers tournois. Regardez bien ces jeunes, ce sont peut-être les grandes vedettes de demain. Ils arrivent au stade Pierre de Coubertin et se présentent au public cannois. Pour ce festival international junior 1978, les 8 équipes invitées se répartissent en 2 poules. Dans la poule A, on trouve la Finlande, le Mexique, la Bulgarie et la France. Dans la poule B, le Brésil, la Hollande, l'Iran et l'URSS. Depuis mardi, c'est la fête à Cannes, la fête de la jeunesse bien sûr, mais également et surtout la fête du football. Vous avez remarqué toute la ferveur de Didier Roustan dans son commentaire, il faut vous expliquer. C'est un fanat de football et en plus il est cannois. Vous voyez que toutes les conditions étaient réunies. Et comme chaque année, à Pâques, il y a de nombreux tournois qui se déroulent. Et notre rôle est toujours de venir au secours des bonnes initiatives. Alors je vais vous les citer, peut-être être un peu fastidieux, mais pour ceux qui seront dans la région concernée, je pense que ça les incitera à y aller. Il y a d'abord le tournoi de Montaigu, qui est devenu un véritable championnat du monde des minimes. Et cette année, grâce toujours à M. Van den Brink, qui a créé ce tournoi et qui ne cesse de faire des efforts pour vous apporter un bon spectacle, il y aura, en plus de toutes les grandes équipes, les Américains et les Canadiens qui débarquent. Alors c'est vraiment à suivre. Il y a aussi un tournoi à Bonneuil, c'est un tournoi cadet, Bonneuil dans la banlieue de Paris, avec Arsenal, Barcelone et bien d'autres clubs européens. Et puis les tournois juniors qui se déroulent à Roubaix, à Saint-Martin dans la banlieue de Montpellier, à Saint-Malo, à Orléans. Et puis sachez que lundi, le Real Star accueille à 16 h à Saint-Ouen le club portugais de Guimarães. Vous voyez qu'on ne chôme pas en football à l'époque de Pâques, c'est exactement même le contraire qui se produit. Robert Jonquet, question classique, presque banale. Vous avez eu en face de vous tous les grands avant-centres de l'époque, parce qu'il faut dire que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure que vous avez même été sélectionné dans une équipe continentale contre l'Angleterre, ce qu'on appelait le reste du monde contre l'Angleterre à l'époque, l'Angleterre étant une puissance à elle toute seule, ce n'est plus le cas. Quel est l'avant-centre qui vous a fait le plus d'impression? Oh ben, indiscutablement Di Stefano. C'est vrai que vous l'avez affronté en Coupe d'Europe. Plusieurs fois et aussi dans des matchs amicaux parce qu'à cette période, le Stade de Reims faisait beaucoup de matchs amicaux et nous jouions assez fréquemment contre le Real Madrid. Et vraiment, c'était l'homme au-dessus des autres, quoi. D'autres grands joueurs qui vous ont impressionné, je pense peut-être à Stanley Matthews. Ah, Matthews, oui, c'était un... Mais enfin, lui, il jouait lié, alors je l'avais moins en contact direct. Il y a bien sûr, il y a eu Pelé, il y a eu Coppens. C'était un genre que je n'aimais pas beaucoup parce qu'il avait une excellente couverture de balle. Et ça me gênait aussi dans les interventions.
Dans les ailiers, vous les voyez quand même de près, même si vous n'aviez pas, à les marquer, qui vous a fait le plus d'impression? Alors bien, Garincha. Garincha, tout le monde savait ce qu'il allait faire, il le faisait et il passait. Alors, vous savez... Un peu comme Rento. Oui, Enfin, comme Rento. Peut-être meilleur d'ailleurs. Mais avec un démarrage sur 5-6 mètres, où il n'y avait, pour ainsi dire, personne qui pouvait le tenir. Honnêtement, hein, le couper en deux, c'était possible, mais courir comme lui, c'était pas possible. Vous êtes bien placé pour parler d'un problème que l'on évoque souvent dans cette émission, en tout cas quand les gardiens de but viennent, puisque vous étiez le dernier rempart avant le gardien de but. On a l'impression qu'actuellement, le rôle du gardien de but a un peu diminué par la super défense qu'on lui met devant. Bien, enfin, moi qui ai toujours été défenseur, il me semble... Nous avons évoqué le tournoi de Cannes tout à l'heure, il se déroule en ce moment, bien entendu, et il fallait bien envoyer des caméras. Nous avons choisi une affiche connue pour nous. Bulgarie-France, ou France-Bulgarie, comme vous préférez. Nous n'oublierons pas de sitôt, au stade, bien entendu, des professionnels. Mais nous allons voir si les juniors ont confirmé ou infirmé le résultat qu'avait obtenu notre tricolore face à ces Bulgares qui s'étaient qualifiés, rappelez-vous, bien entendu, pour la phase finale de la Coupe du Monde. Jean Rénal au commentaire, Gilbert Larriaga aux images. Il faisait un temps splendide au stade de Pierre de Coubertin à Cannes pour cette rencontre qui oppose la France en maillot bleu à la Bulgarie en maillot blanc. Des Français un peu désabusés car le Mexique ayant battu la Finlande par 4-0, ils ne pouvaient plus se qualifier pour la finale. Pourtant, dès la 8e minute, vous allez voir que les Français vont avoir une occasion, une attaque de De Zerbi, le Bastier, qui réussit à centrer une tête de Stopira. Le gardien de but bulgare Ivanovov, qui est très grand, bloque la balle. Les Français vont même réussir un but à la 22e minute. Dans quelques instants, après une action à nouveau de De Zerbi, la balle pour Viss. Mais M. Kitabjian refuse le but et le ralenti va nous montrer que l'arbitre avait eu raison, car effectivement, Viss était hors jeu. Vous allez voir la belle passe de De Zerbi à Viss. L'ailier droit français, le capitaine de l'équipe, en position de hors-jeu, était en position d'avant-centre là. Effectivement, au moment où De Zerbi lui donne la balle, il est derrière les défenseurs, donc ce but a été refusé fort justement par M. Kitabjian. Mais les Français ne se découragent pas, sous l'impulsion notamment du numéro 8, le Stéphanois Borel, et aussi du numéro 6, Marsiglia. C'est lui qui a la balle en ce moment, qui malgré son nom est de Boulogne-sur-Mer. Viss, le capitaine, à l'aile droite, qui a fait un très bon match, ainsi que De Zerbi, le danger venait des ailes. Reprise de volée précisément de De Zerbi, encore un bel arrêt du gardien de but bulgare, Ivanovov. A noter qu'au cours de cette première mi-temps, les Bulgares n'ont pratiquement jamais attaqué. Le ralenti nous montre cette reprise de De Zerbi, très bien arrêtée par Ivanovov, le gardien de but bulgare. A noter que les Bulgares qui avaient concédé jusqu'à présent 2 défaites, alors que les Français, eux, ont réussi, si je puis dire, 2 matchs nuls. En tout cas, les Français, eux, sont invaincus. Mais ils n'ont pas remporté de victoire. Toujours De Zerbi, le meilleur Français en première mi-temps. Il est vrai qu'il a l'habitude de jouer avec les professionnels. Il a même joué en Coupe d'Europe avec Bastia. Et à la mi-temps, rien n'a été marqué de part et d'autre, donc 0-0. Une équipe de France qui n'est pas très efficace, puisque depuis le début du tournoi, elle n'a réussi qu'un but. Et pourtant, dès le début de la deuxième mi-temps, vous allez voir la plus belle occasion de la rencontre, Marsiglia qui a donné à Ako, le numéro 2, une tête de vis sur la transversale. Et le gardien de but tout de même bulgare, Ivanovov, n'était pas battu, je ne le pense pas, car sur les balles hautes, il est très fort. Voici l'arrière Ako, un arrière très offensif, la tête de Viss sur la transversale, alors que Stopira, l'avant-centre, était là lui aussi. Nous passons maintenant à la 58e minute. Et une action vraiment très percutante de Stopira, l'avant-centre, en position d'ailier droit, attaqué par Stoyanov. Il y a même une faute de Stoyanov, il réussit à centrer. En retrait, c'est très bien joué, un tir de Borel, contré. La balle revient à Stopira, mais il y avait 3 défenseurs bulgares qui ont envoyé la balle en corner. Nous allons revoir cette action, je pense, au ralenti. Voilà, le centre de Stopira.
Le tir contré de Borel. Il a un peu trop poussé sa balle là, le Stéphanois. La balle est revenue à Stopira, mais il y avait du monde. Et toujours pas de but. Nous allons quand même vous montrer une action bulgare, la seule de la seconde mi-temps. C'est dire que les Bulgares cherchaient surtout le match nul, ils n'ont pratiquement pas attaqué. C'est Zvetanov, le numéro 6, en position d'ailier gauche, qui centre et qui permet enfin à Merel, le gardien de but français, d'effectuer un très beau plongeon, car il n'a pas touché beaucoup de balles cet après-midi au stade Pierre de Coubertin à Cannes. Voici à nouveau le centre de Zvetanov et la belle envolée de Merel. De très belles images là de Gilbert Lariaga et de l'équipe technique de la SFP. À nouveau une attaque de Oko. Pour De Zerbi, pour l'autre arrière, Drey aussi. Vous voyez que les deux arrières français attaquent. Une tête de vis, mais le gardien de but, Ivanovov, une fois de plus, était très bien placé. Le match va s'achever dans quelques instants alors que nous revoyons cette belle action de Dreossi et la tête de vis qui échoue une fois de plus sur le gardien de but bulgare Ivanovov. La rencontre va se terminer dans 1 minute environ alors que les Français, là c'est Merel qui sauve de peu le corner, les Français ne vont pas réussir à marquer un but. Ce sera donc le 3e nul en 3 matchs. Les Français qui vont prendre la 2e place de ce groupe. Alors que le Mexique, vous le savez, grâce à sa victoire sur la Finlande par 4-0, est qualifié pour la finale. Une équipe de France qui a déçu ici à Cannes. Mais regardez cette équipe de Bulgarie qui n'a pas encore gagné un match depuis le début du tournoi. Et ça, c'est presque sa dernière occasion. Dégage un peu n'importe comment, se satisfait du match nul. Ce match nul qui pourtant ne lui donne que la 4e et dernière place de son groupe. Derrière la Finlande, la France et le Mexique. Et les Français attaquent encore, essayent de réussir enfin ce but qui récompenserait les spectateurs cannois qui l'attendent depuis le début de la rencontre. Mais non, on dégage un peu n'importe comment du côté bulgare, on fait surtout de l'anti-jeu. Presque tous les joueurs sont regroupés en défense. De toute évidence, on ne sait trop pourquoi, on cherche le match nul. Et pourtant, cette équipe l'an dernier a gagné ce tournoi. Il est vrai que chez les juniors, les formations d'équipe changent très souvent. Vous voyez encore ce dégagement. Comme si la Bulgarie menait, comme si la Bulgarie était presque qualifiée pour la finale. Mais non, elle va terminer dernière. Mais est très satisfaite de ce 0-0 qui déçoit un petit peu les Français, bien entendu, qui espéraient encore ce matin se qualifier pour la finale. Mais le Mexique leur avait ôté toute illusion. Et là, ils ne vont même pas remporter une victoire au cours de ce tournoi de Cannes. Alors que M. Kitabjian siffle la fin de la rencontre, qui se termine donc par 0-0 entre la Bulgarie et la France. Ils n'ont pas voulu nous faire plaisir, ces juniors, ils n'ont pas voulu inscrire de but. Enfin, nous avons eu quelques bons ralentis, et en particulier un très beau plongeon du gardien. Il faut se satisfaire dans ces cas-là. Robert Jonquet, si nous passions un peu au présent, qu'est-ce que vous faites actuellement? Bien, je suis toujours en Champagne où je vends des bouchons pour le champagne. À Reims, ça s'impose effectivement. Vous êtes occupé de football pendant un certain temps après la fin de votre carrière. Je m'en occupe encore à l'heure actuelle dans un club de division d'honneur à Chalon-sur-Marne. Pourquoi un Robert Jonquet, avec l'aura qui était la sienne, avec le nombre de sélections que vous aviez, n'est pas devenu entraîneur d'un grand club? Bien, j'ai été entraîneur 2 ans à Strasbourg et je suis revenu à Reims 3 ans. Et ce milieu professionnel m'a tantiné et écœuré. Vous êtes déçu par la fréquentation du professionnalisme? Pas enfin, des joueurs un tout petit peu, mais alors le côté dirigeant, pour moi c'est catastrophique. Il y a une différence avec votre époque? Ah, il me semble que lorsque j'ai débuté dans le championnat professionnel, nous avions des hommes comme M. Hilgen, M. Canard, M. Germain, Curiot, Leleu. Ça, c'était la base du club. Et c'était bien sûr des dirigeants, c'était des amis. D'ailleurs, M. Hilgen, nous l'appelions Papa Hilgen. Et nous avons toujours des très bonnes relations avec ces gens-là. Ils étaient humains. C'était des gens qui gérer une affaire, qu'il était capable de sortir le carnet de chèques à la fin du mois parce qu'il n'y avait pas eu suffisamment de recettes. C'était aussi des mécènes. Ouais. C'était aussi des mécènes qui faisaient ça pour leur plaisir aussi. Et par amour du football. Mais c'était des hommes bien droits qui n'auraient certainement jamais accepté ce qui se passe
en ce moment dans le football professionnel. Vous avez l'impression que maintenant, il y en a peut-être qui le font par amour du pouvoir? Un petit peu par gloriole, je pense, oui. À part ça, vous fréquentez les stades, je pense que vous allez souvent voir jouer le stade de Reims. Eh bien, le dernier match que j'ai vu à Reims, ça doit faire un peu plus d'1 an et demi. J'avais été voir Nantes, où j'ai mon ami Vincent qui est entraîneur. Et lorsque je suis arrivé, il y avait déjà 2-0 pour Nantes et le score est resté là. Mais enfin, j'ai vu Jean-Vincent à la fin du match. Et Reims, il y a des problèmes en ce moment. Reims qui se retrouve dans les toutes dernières places du classement. Oui, C'est enfin, triste quand même, un club avec le passé de Reims et de se retrouver dans ce genre de difficultés. Oui, ben, je pense que là, il y aurait beaucoup de choses à dire. L'émission ne suffirait peut-être Elle ne pas. suffirait pas, non, non. Pardon, excusez-moi. Ce sont les frimas de l'hiver. Nous allons revenir au championnat. Je vous ai dit en début de cette émission que je ne voudrais pas le résultat de Nice-Marseille, le derby méditerranéen, du Méditerranée en particulier qui convient au football, parce que quand on pense que Monaco est en tête du championnat, Nice est 6e, Marseille est 2e, Monaco et Bastia vont se rencontrer en coupe, donc ils sont toujours qualifiés. Cela fait beaucoup. Et ce match Nice-Marseille avait beaucoup d'importance, tout simplement parce que Marseille, 2e, joue le championnat, alors que Nice, 6e, espère encore accrocher une place qualificative pour une coupe UEFA, ce qui ferait du bien aux Azuréens la saison prochaine. Donc nous allons suivre maintenant avec Alain Schneider et Lucien Gavinet ce match Nice-Marseille. Cette action des